La pluie martelait le pavé de la rue comme un accusateur impitoyable, et je serrais les poings contre la vitre froide de mon poste de garde, priant pour que la nuit avale mes secrets. Soudain, la porte s'ouvrit dans un grincement sinistre, et il entra Arthur, l'ombre qui hantait mes veilles, ses yeux verts perçant l'obscurité comme une lame. « Samuel, murmura-t-il d'une voix rauque, si tu me repousses encore, je jure que je briserai tout ce qui nous sépare. » Je m'appelais Samuel, et dans les entrailles humides du musée d'Orsay, transformé en forteresse de silence après la fermeture, mon poste de garde était à la fois refuge et prison. Paris, cette ville des lumières éternelles, se muait la nuit en un labyrinthe de murmures et d'ombres, où les statues de marbre semblaient juger les vivants de leur immobilité éternelle. J'avais 28 ans, un corps mince taillé par des années de solitude et de lecture vorace, et un cœur que j'avais appris à verrouiller comme les portes blindées du musée. Mon existence se résumait à des rondes solitaires, à l'écho de mes pas sur les parquets cirés, et à la contemplation des chefs d'œuvre qui, eux, ne trahissaient jamais. Mais tout avait basculé 3 mois plus tôt, lors d'une de ces nuits d'automne où le vent charriait l'odeur des feuilles mortes et des regrets. J'étais en train de vérifier les alarmes près de la grande horloge, ce monstre de fer et de verre qui dominait la nef comme un œil cyclopéen, quand je l'avais vu pour la première fois. Il était apparu au détour d'une salle, silhouette élancée drapée dans un manteau noir, ses cheveux châtains en désordre comme s'il avait couru pour échapper à un fantôme. Arthur. Ce nom, je l'apprendrai plus tard, mais déjà, son regard m'avait transpercé un verre profond, ourlé de cils sombres, chargé d'une intensité qui faisait vaciller les fondations de mon être. Il n'était pas un visiteur ordinaire. Non, il avait un laissez-passer, un de ces sésames réservés aux mécènes ou aux artistes invités pour des installations nocturnes. Mais il ne venait pas pour l'art. Du moins, pas pour celui exposé sur les murs. Chaque soir, vers minuit, quand les rues s'emplissaient de l'ivresse des bars et que les touristes regagnaient leurs hôtels, il franchissait le seuil du musée comme un prédateur entrant dans son territoire. Et moi, Samuel, le gardien invisible, je devenais son aimant involontaire. Ce soir-là, sous la pluie qui fouettait les vitres, il s'approcha de moi sans un mot. Son parfum, un mélange de cuir et de bois de santal, envahit l'air confiné de mon poste, chassant l'odeur de papier ancien et de cire. « Tu sais pourquoi je reviens, n'est-ce pas ?» Sa voix était un velours râpé, basse et vibrante, avec cet accent parisien pur, roulant les airs comme une caresse interdite. Je déglutis, mes doigts crispés sur le bord de la table. « Monsieur, le musée est fermé. Veuillez. » Mais les mots s'étranglèrent dans ma gorge. Ses yeux maudits, me clouaient sur place, révélant des abysses que je n'osais pas sonder. Arthur s'appuyait contre le chambranle, son corps athlétique tendu comme un arc. Il devait avoir une trentaine d'années, avec cette assurance nonchalante des hommes qui ont toujours su ce qu'ils voulaient et qui, pour une fois, semblaient en doute. « Arrête de me vouvoyer, Samuel. J'ai vu ton nom sur ton badge. Et j'ai vu comment tu me regardes, quand tu crois que je ne le remarque pas, mon cœur s'emballa, un tambour de guerre dans ma poitrine. Comment pouvait-il savoir ? Moi qui passais mes nuits à feindre l'indifférence, à détourner les yeux quand il errait entre les sculptures, traçant du bout des doigts les courbes de marbre comme s'il cherchait un écho à ses propres tourments. Je reculai d'un pas, heurtant la chaise qui racla le sol. Vous devez partir. Les caméras. C'était un mensonge pitoyable. Les caméras étaient éteintes la moitié du temps, par négligence budgétaire, et mon poste était un îlot d'anonymat. Arthur rit doucement, un son amer qui résonna dans le vide. Les caméras ? Elles ne voient rien de ce qui compte. Seulement des ombres. Comme nous. Il avança, et l'espace entre nous se rétrécit à une respiration. Je sentis la chaleur de son corps, contrastant avec le froid qui rampait dans mes veines. Était-ce de la peur ? Du désir ? Ou cette chose plus insidieuse, ce besoin primal qu'il éveillait en moi, comme un alpha réclamant son dû dans les contes anciens que je dévorais en secret ? Les nuits suivantes furent une lente descente aux enfers ou au paradis, je ne sais plus. Il revenait fidèlement, prétextant des esquisses pour une exposition personnelle. Arthur était artiste, un sculpteur en vogue dont les œuvres ornaient les galeries de Montmartre, des formes tourmentées évoquant la chair et l'âme en fusion. Mais la nuit, au musée, il ne touchait pas à ses crayons. Il s'asseyait simplement près de mon poste, dans la pénombre, et nous parlions. Ou plutôt, il parlait, et j'écoutais, captivé par le flux de ses confessions. « Paris m'étouffe, Samuel, me dit-il un soir, alors que la lune filtrait à travers les verrières, baignant la salle des impressionnistes d'une lueur argentée. Tous ces regards qui jugent, ces attentes qui pèsent comme des chaînes.
ma famille. Ils veulent que je sois l'héritier parfait, le fils qui perpétue la lignée. Mais moi, je suis piégé dans ce rôle d'alpha que la société m'a collé sur le dos. Fort, dominant, intouchable. Et pourtant, quand je te vois ici, seul avec tes fantômes, je me sens libre. Ces mots étaient des flèches empoisonnées, touchant les plaies que je cachais sous mon uniforme kaki. Moi, l'orphelin élevé dans les foyers catholiques de la banlieue, j'avais appris à enterrer mes inclinations. Être gay à Paris, en 2025, c'était encore naviguer entre tolérance de façade et haine larvée. Mais Arthur. Il était le feu qui consumait mes défenses. Bientôt, les conversations glissèrent vers l'intime. Il me raconta son enfance dans un hôtel particulier du 16e arrondissement, bercé par les échos de valses viennoises et les silences pesants de parents distants. Son père, un banquier impitoyable, l'avait modelé à son image, grand, charismatique, un alpha en tout. Mais sous cette carapace, Arthur avoua ses doutes, ses nuits passées à questionner son identité, à rêver d'un amour qui ne soit pas dicté par le sang ou l'argent. « Et toi » me demanda-t-il un soir, ses doigts effleurant accidentellement les miens alors que je lui tendais une tasse de café tiède. « Qu'est-ce qui te retient ici, dans cette cage dorée ?» Je hésitais, le cœur au bord des lèvres. La peur, peut-être. Ou l'habitude. J'ai grandi en croyant que l'amour était un luxe pour les autres. C'était la vérité nue, arrachée à vif. Et dans ses yeux, je vis un éclat pas de pitié, mais de reconnaissance. Ce soir-là, pour la première fois, il posa sa main sur la mienne, un contact électrique qui fit trembler le monde. Nous ne dîmes rien de plus, mais l'air crépita d'une promesse tacite. Les nuits devinrent des rituels, ses visites, mes veilles anticipées, et ce fil ténu qui se tissait entre nous, fragile comme une toile d'araignée sous la pluie. Pourtant, au fond de moi, une ombre planait. Arthur mentionnait parfois Émilie, sa fiancée, une avocate aux courbes parfaites et aux ambitions assorties. C'est arrangé, tu sais, minimisait-il d'un haussement d'épaule. Un contrat social, rien de plus. Mais ses yeux s'assombrissaient quand il en parlait, et je sentais le mensonge comme un poison lent. Était-ce cela, l'alpha en lui? Cette capacité à compartimenter, à chasser le désir dans l'ombre pour préserver la façade? Je chassais ses pensées, me laissant emporter par la marée de ses attentions. Il m'apportait des croissants encore chauds du boulanger de la rue, des livres de poésie baudelairienne cornés par l'usage, et des regards qui me faisaient me sentir vu, vraiment vu, pour la première fois. Une nuit de décembre, sous un ciel constellé de flocons timides, tout bascula. Le musée était désert, hormis le ronronnement distant des climatiseurs. Arthur arriva plus tôt, les traits tirés, une égratignure fraîche sur la joue. Une dispute avec mon père, expliqua-t-il en s'effondrant sur la chaise près de mon bureau. Il a découvert mes écarts. Menace de me déshériter si je ne me range pas, sa voix se brisa, et sans réfléchir, je m'agenouillai devant lui, prenant son visage entre mes mains. Nos lèvres se trouvèrent dans un baiser fiévreux, un raz-de-marée de sel et de désespoir. Ses bras m'enserrèrent, forts et possessifs, et pour un instant, le monde s'effaça où il n'y avait plus que nous, deux âmes perdues fusionnant dans l'urgence. Ce fut le début de notre secret. Les nuits suivantes, nous volions des moments volés dans les recoins oubliés du musée, derrière les voilages de la salle des pastels, contre les piliers de pierre froide, nos corps se cherchant avec une avidité qui effaçait les doutes. Arthur était tout ce que je n'étais pas, confiant, passionné, un alpha qui me faisait me sentir oméga dans les meilleurs sens du terme, vulnérable et chéri. Il murmurait des promesses contre ma peau, je vais tout quitter pour toi, Samuel. Émilie, la famille, tout. Et je le croyais, ou du moins, je voulais y croire, car dans ses bras, Paris redevenait une ville d'amour, pas de jugement. Mais les ombres s'allongeaient. Un soir, alors que nous reprenions notre souffle après une étreinte particulièrement intense dans la salle des sculptures antiques, son téléphone vibra. Il l'ignora d'abord, mais l'insistance le fit pâlir. C'est elle, souffla-t-il, le regard fuyant. Je me redressai, le cœur serré. Qui, demandai-je stupidement. Émilie. Elle sait quelque chose. Il partit précipitamment, me laissant seul avec l'écho de ses pas et un froid qui n'avait rien à voir avec l'hiver. Les jours suivants, ses visites se raréfièrent. Il prétextait des deadlines pour son exposition, des dîners obligés avec la famille. Mais je voyais les signes, les cernes sous ses yeux, les messages non lus que je lui envoyais depuis mon portable anonyme. La jalousie, cette vipère, s'enroula autour de mon cœur. Était-ce une feinte?
Une autre trahison dans la longue liste des amours impossibles? Je passais des nuits à ruminer, aéré dans les salles vides, imaginant Arthur dans les bras d'Émilie, son corps puissant se pliant à des conventions que je méprisais. Puis, le coup de grâce arriva par un appel anonyme, un soir de la mi-janvier. Une voix féminine, froide comme le marbre, « Samuel, n'est-ce pas? Arthur n'est pas celui que tu crois. Demande-lui pour le contrat. Et pour moi. » La ligne se tut, me laissant pantelant, le combiné glissant de mes doigts moites. Le contrat? Était-ce plus qu'un mariage arrangé? Une alliance d'affaires, peut-être, où mon amour n'était qu'un caprice, un divertissement pour l'alpha en quête de sensations fortes? Quand Arthur revint enfin, 2 semaines plus tard, je l'attendais, arme au poing non pas littéralement, mais avec des mots aiguisés comme des lames. « Dis-moi la vérité », exigeai-je, la voix tremblante mais ferme. Il s'arrêta net, son manteau dégoulinant de pluie printanière précoce. « De quoi parles-tu » Mais ses yeux trahissaient tout cette lueur coupable, ce voile de mensonge. Je sortis mon téléphone, jouant l'enregistrement de l'appel. Son visage se décomposa. « Samuel. Ce n'est pas ce que tu penses. Émilie. Elle est enceinte. 2 mois. » Le monde s'effondra en un instant. Enceinte. Ce mot, si banal, si hétéronormé, fracassa nos nuits volées comme un marteau sur du verre. Arthur s'effondra à genoux, me suppliant, « C'était une erreur, une nuit d'ivresse avant toi. Je ne l'aime pas, Samuel. C'est toi que je veux. Laisse-moi arranger ça. » Mais les mots sonnaient creux, écho d'un alpha piégé par son propre mythe. Je le repoussai, les larmes brûlantes sur mes joues. « Va-t'en. Et ne reviens jamais. » Il partit, silhouette brisée dans la nuit parisienne, et je m'effondrai contre le mur, le cœur en lambeaux. Les statues nous regardaient, impassibles, témoins muets d'une trahison qui n'avait rien d'original, juste un autre chapitre dans le grand roman de la solitude humaine. Les semaines qui suivirent furent un brouillard de routine amplifié par la douleur. Mon poste de garde, autrefois sanctuaire de promesses chuchotées, devint une cellule où chaque tic-tac de l'horloge scandait l'absence. Paris, cette coquette perfide, continuait son ballet, les lumières de la tour Eiffel scintillaient comme des mensonges, les bords de Seine bruissaient de rires d'amoureux qui n'avaient pas encore goûté à la trahison. Je marchais dans les rues le jour, évitant les cafés où nous avions partagé des espressos volés, et la nuit, je veillais double, comme si surveiller les ombres pouvait guérir les miennes. Arthur n'était pas revenu, mais son fantôme hantait chaque recoin. Je trouvais des esquisses oubliées dans les tiroirs ou des traits rapides de mon profil, capturés à la dérobée, avec une tendresse qui me tordait les entrailles. Pourquoi? Pourquoi m'avoir donné ce goût de l'absolu pour mieux me l'arracher? Les appels anonymes d'Émilie se tarirent, remplacés par des rumeurs glanées dans les couloirs du musée. L'artiste en vogue se mariait en juin, une union somptueuse au Louvre lui-même, sponsorisée par les galeries les plus huppées. Alpha jusqu'au bout, pensais-je avec amertume, perpétuant la lignée dans un tourbillon de flash et de champagne. Pourtant, au milieu de ce chaos intérieur, une braise persistait. Nos souvenirs, ces nuits où il lisait Rimbaud à voix haute, sa voix enveloppant les mots comme une caresse, ces instants où nos corps s'entremêlaient, lents et explorateurs, redécouvrant la chair comme un territoire vierge. Arthur n'était pas un monstre. Il était un homme, fracturé par les attentes d'une société qui tolérait l'amour guettant qu'il restait discret, marginal. Et moi? J'étais le gardien de mes propres illusions, refusant de voir les fissures dans son armure. Un soir de février, alors que la neige fondue transformait les boulevards en patinoire traîtresse, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. J'hésitais, le cœur cognant, mais la curiosité l'emporta. Samuel? C'est moi. Sa voix, brisée, traversa les lignes comme un fil barbelé. J'ai besoin de te voir. Juste une fois. S'il te plaît. Je raccrochai sans un mot, mais le mal était fait. Cette nuit-là, je ne dormis pas, hanté par l'image de lui, seul dans son atelier de Belleville, entouré de sculptures inachevées qui pleuraient son tourment. Le lendemain, poussé par une impulsion masochiste, je me rendis à son exposition inaugurale au Centre Pompidou. La foule bourdonnait, critique en costume slim, mécène aux bijoux étincelants, et au centre, Arthur, resplendissant dans un smoking taillé sur mesure, son sourire de façade masquant les ombres sous ses yeux. Émilie était à son bras, radieuse dans une robe rouge sang, sa main possessive sur son avant-bras. Enceinte, déjà? Les courbes discrètes de son ventre le confirmaient, un badge de victoire sociale.
Je restais en retrait, ombre parmi les ombres, observant comment il balayait la salle du regard, cherchant en quoi? Moi? Nos yeux se croisèrent à travers la mêlée, et le temps s'arrêta. Son expression se fissura, un mélange de douleur et de supplication qui me frappa en pleine poitrine. Il murmura quelque chose à Émilie, se détacha, et fendit la foule comme un navire dans la tempête. Samuel, souffla-t-il en m'atteignant, sa main saisissant mon coude. Qu'est-ce que tu fais ici? Sa proximité raviva tout, le parfum, la chaleur, le magnétisme alpha qui m'avait ensorcelé. Je viens voir si l'alpha a survécu à sa chute, répondis-je, la voix acide. Il tressaillit. Ce n'est pas une chute. C'est une prison. Écoute-moi, s'il te plaît. Il m'entraîna dans un couloir latéral, loin des flashs, où les néons froids illuminaient des posters d'exposition passées. Là, adossé au mur, il se délesta de son masque. J'ai essayé de rompre, Samuel. Avec Émilie, avec tout. Mais mon père. Il a menacé de ruiner non seulement moi, mais aussi le musée. Ton musée. Il finance la moitié des restaurations. Si je pars, il coupe les fonds, et des gens comme toi perdent leur travail. Les mots tombèrent comme des pierres. Son chantage n'était pas seulement personnel, il nous liait tous dans sa toile. Et l'enfant, demandai-je, la gorge nouée. C'est le sien, pas le mien. Une erreur, comme je te l'ai dit. Mais elle refuse l'avortement, et la famille. Il voit en ça l'héritier parfait. Je fermai les yeux, assailli par le vertige. Arthur n'était pas un traître pur, il était un pion dans un échiquier plus vaste, où l'amour était un luxe que seuls les puissants pouvaient se permettre. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça dès le début, murmurai-je. Il prit mon visage entre ses mains, pouce caressant mes joues. Parce que je voulais te protéger. De cette laideur. Et parce que j'avais peur que tu me vois tel que je suis, faible, piégé. Pas l'alpha invincible. Nos lèvres se frôlèrent, un baiser hésitant, chargé de sel et de regret. Mais au loin, la voix d'Émilie appela, et il s'écarta, le regard hanté. Attends-moi, Samuel. Je trouverai un moyen. Je quittai l'exposition dans un état second, le cœur déchiré entre espoir et fureur. Était-ce une nouvelle promesse, ou juste un sursis avant la lame finale? Les nuits au poste reprirent leur teinte monochrome, mais maintenant, une attente fiévreuse les teintait. Arthur revint sporadiquement, nos rencontres devenant des guérillas d'affection, baisers volés dans l'ombre, confessions murmurées contre la peau. Il me raconta tout, le contrat de mariage, une alliance entre familles pour consolider des empires immobiliers, la pression de son père, un homme qui avait enterré ses propres désirs pour gravir l'échelle sociale, et Émilie, non pas une sorcière, mais une femme ambitieuse, blessée par la duplicité d'un homme qu'elle aimait à sa façon. Pourtant, le conflit couvait. Un soir, alors que nous étions enlacés dans la salle des monochromes, où les nus de Sera prenaient une vie érotique sous la lune, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, je vis le message, rendez-vous demain. Papa insiste. Ne rate pas, ou c'est la fin pour ton petit garde. Les mots, signés de la main d'Émilie, me glacèrent. Elle sait pour nous, dis-je, me dégageant. Arthur pâlit. Elle bluffe. Elle ne ferait pas, mais le doute s'insinua, venimeux. Était-ce de la jalousie, ou une arme plus calculée? Prouve-le, le défiai-je. Romps avec elle. Maintenant. Il promit, encore. Mais les promesses sont des chaînes légères, faciles à briser. Les jours passèrent, et les nouvelles filtrèrent, la date du mariage était avancée à mai, pour des raisons familiales. Je me sentis trahi à nouveau, plus profondément, car cette fois, c'était avec connaissance de cause. La nuit où il manqua à son rendez-vous habituel, je craquai. J'envoyai un message rageur, si tu choisis la cage, reste-y. Ne reviens pas me hanter. Pas de réponse. Seulement le silence, épais comme le brouillard sur la Seine. Le haut de cette spirale arriva par un après-midi ensoleillé de mars, incongru dans sa douceur. Je reçus une lettre, manuscrite, glissée sous la porte de mon petit appartement de la butte aux Cailles. L'écriture était la sienne, élégante et tourmentée. Samuel, pardonne-moi. Je ne peux plus mentir. Émilie n'est pas enceinte de moi, c'était un mensonge pour me forcer la main. Mais maintenant, c'est vrai, elle l'est, d'un autre, et elle m'accuse de l'avoir abandonnée. Mon père utilise ça pour me briser. Si je te choisis, il détruit tout, ta carrière,
mes œuvres, notre amour exposé au grand jour. Je t'aime, mais je dois te laisser partir pour te sauver. Adieu. Arthur. Les mots dansèrent devant mes yeux embués. Un mensonge sur un mensonge, une trahison en cascade. Je froissai la lettre, la jetai dans l'évier, et allumai une allumette, un geste théâtral, futile, car le feu ne consume pas les cicatrices. Ce soir-là, au poste, je bus pour la première fois sur place, un whisky bon marché chapardé dans les réserves du personnel. L'alcool embua les contours des monnaies, transformant les nénuphars en vision floue de ce que nous aurions pu être. Mais le destin, ce farceur parisien, avait d'autres plans. Vers 3 heures du matin, la porte s'ouvrit violemment. Pas Arthur, mais 2 hommes en costume sombre, l'air de requin de la finance. « Monsieur Lefebvre » demanda l'un, un type au menton fuyant. « Nous représentons la famille d'Arthur de Beaumont. » Il y a eu un incident. Mon sang se figea. Incident? Dans ma tête défilèrent les pires scénarios, accident, suicide, vengeance paternelle. Il est à l'hôpital, précisa l'autre, impassible. Tentative de. Il a laissé ça pour vous. Ils tendirent une enveloppe scellée, et disparurent dans la nuit comme des spectres. Les mains tremblantes, j'ouvris l'enveloppe dans la lumière crue de mon bureau. Une clé USB, et une note, écoute avant de juger. Je t'aime. Ah, seul, le cœur battant la chamade, je branchai la clé sur l'ordinateur du poste. Un fichier vidéo se chargea, Arthur, filmé en selfie dans son atelier, les yeux rougis, une bouteille à la main. Samuel, si tu vois ça, c'est que j'ai échoué. Mon père m'a confronté ce soir. Il sait pour nous. Menaces, chantage. J'ai craqué, avalé trop de pilules. Mais écoute, j'ai tout enregistré. Les conversations, les plans. C'est de la preuve. Pour toi, pour nous. Batte-toi pour moi, comme je me bats pour toi. La vidéo s'arrêta sur son sourire brisé, et je m'effondrai, sanglots secouant mon corps frêle. Arthur, mon alpha tourmenté, au bord du gouffre par ma faute ou par la nôtre. Je rappelai les hommes, exigeant l'adresse de l'hôpital. Georges Pompidou, chambre 412. Je quittai le poste en trombe, laissant les alarmes hurler dans mon sillage, indifférent aux conséquences. À l'hôpital, l'odeur d'antiseptique me frappa comme un mur. Arthur gisait pâle sur le lit, perfusion au bras, son corps puissant réduit à une vulnérabilité poignante. Émilie était là, assise près de lui, les yeux gonflés. Elle se tourna vers moi, surprise, puis un éclat de compréhension passa. « Toi, murmura-t-elle. C'est à cause de toi. » Je l'ignorais, me précipitant au chevet. Arthur. Sa main se serra faiblement sur la mienne quand il ouvrit les yeux, trouble mais vif. Samuel. Tu es venu. Les mots se bousculèrent, excuse, explication, serment. Émilie se leva, dignité intacte malgré la tempête. Je pars, dit-elle simplement. Ce n'était pas viable, de toute façon. L'enfant. Ce n'est pas le sien, et je ne le forcerai pas, elle quitta la chambre, silhouette fière dans le couloir stérile, laissant derrière elle un vide chargé de possibilités. Nous parlâmes des heures, Arthur et moi, sous le regard bienveillant d'une infirmière qui feignait l'indifférence. Il avoua tout, le faux grossesse pour le piéger, les pressions familiales, sa propre lâcheté. J'ai eu peur, Samuel. Peur de te perdre, peur de tout. Mais ce soir, face au vide, j'ai compris, sans toi, je ne suis rien. Pas d'alpha, pas d'héritier. Juste un homme qui t'aime. Je l'embrassai, doucement, nos lèvres scellant un pacte fragile. Le chemin serait ardu aux thérapies, confrontation avec la famille, reconstruction. Mais pour la première fois, l'aube pointait, rosée et hésitante. Pourtant, le vrai orage n'était pas encore passé. Le lendemain matin, alors que je veillais son sommeil, mon téléphone vibra, un message de mon supérieur au musée. Suspension immédiate. Vol de poste constaté. Et plainte pour relation inappropriée avec un visiteur. La famille d'Arthur avait frappé, vengeur et impitoyable. Le conflit n'était pas terminé, il ne faisait que commencer. La suspension fut un coup de grâce administré avec la précision d'un scalpel. 3 mois sans salaire, des nuits aérées dans mon appartement exigu, où les murs suintaient d'humidité et de souvenirs. Paris, si généreuse en apparence,
se refermait sur moi comme une huître, les petits boulots de vigile freelance ne payaient pas les factures, et les amis ceux que j'avais, du moins s'évaporaient face à mon humeur orageuse. Arthur, encore faible de son overdose, fut transféré dans une clinique privée payée par sa famille contrite ou calculatrice, et nos contacts se limitaient à des appels chuchotés, entrecoupés de silences lourds. « Il me surveille, Samuel », me confia-t-il un soir, sa voix filtrée par le haut-parleur, lointaine comme un écho. Mon père a engagé un détective. Il sait pour la vidéo, pour tout. Il dit que si je ne me marie pas, il te ruine, faux témoignage, plainte pour harcèlement. La rage bouillonna en moi, un feu primal. Qu'ils essaient, grognai-je. J'ai la clé USB. Les preuves. On peut les exposer, Arthur. Montrer au monde ce qu'est vraiment la grande famille de Beaumont. Il hésita, ce silence me déchirant plus que n'importe quel cri. Et si ça nous détruit tous les deux? Toi, blacklisté dans tous les musées de France, moi, sans galerie, sans rien. Es-tu prêt pour ça? Non, je ne l'étais pas. Pas encore. Mais l'idée d'abandonner me rongeait plus que la précarité. Je passais des jours à visionner la vidéo en boucle, décortiquant chaque frame, les enregistrements audio de son père, voix glaciale ordonnant le silence, l'aimé d'Émilie, ambigu entre amour et manipulation, et Arthur, filmant en cachette, son regard hanté par une détermination farouche. C'était une arme, oui, mais aussi un miroir, nous étions tous complices dans cette danse toxique, piégés par des normes qui étouffaient l'amour avant qu'il ne fleurisse. Émilie me contacta, à ma surprise, par un café neutre près du canal Saint-Martin. Elle arriva en jean et pull ample, les cheveux ramenés en chignon négligé, loin de la diva de l'exposition. « Je ne suis pas l'ennemi, Samuel, » dit-elle en s'asseyant, commandant un thé à la menthe sans me consulter. Arthur m'a tout raconté. L'hôpital. Ça m'a ouvert les yeux. J'étais jalouse, oui, mais aussi terrifiée. Mon propre père me poussait vers ce mariage pour des parts dans l'Empire Beaumont. L'enfant? D'un amant fugace, pour me venger. C'est pathétique, n'est-ce pas? Son rire était amer, teinté de vulnérabilité qui fissura ma colère. Nous parlâmes des heures, deux étrangers unis par un amour perdu. Elle avoua sa bisexualité refoulée, ses propres luttes dans un monde qui l'obligeait à choisir, la bague au doigt ou la liberté. Aidez-vous mutuellement, me conseilla-t-elle en partant, glissant un chèque discret dans ma poche, pour les factures. Pas de l'aumône, juste. Solidarité. Je refusai d'abord, orgueil intact, mais la faim et le froid eurent raison de moi. Émilie devint une alliée improbable, relayant des messages codés à Arthur, tissant un réseau de soutien dans l'ombre. Le tournant arriva en avril, sous un ciel printanier qui moquait nos tourments. Arthur fut libéré de la clinique, et nous nous retrouvâmes dans un parc anonyme du bois de Boulogne, loin des yeux indiscrets. Il marchait avec une canne, son corps amaigri mais ses yeux vifs, cet alpha redevenant lion malgré les cicatrices. Nous nous embrassâmes sous les cerisiers en fleurs, pétales roses cascadant comme une bénédiction païenne. « J'ai un plan », murmura-t-il contre mes lèvres. Une exposition choc. Pas à Paris, à New York anonyme, financé par un mécène discret. Là-bas, on recommence. Loin des chaînes. New York. Le mot évoquait la liberté américaine, cette audace yankee que j'avais toujours enviée dans les films, gratte-ciel défiant le ciel, quartier queer vibrant de vie, un amour qui s'affiche sans craindre le scandale. Mais quitter Paris? Ma ville, mes fantômes? Et ton père, demandai-je, pragmatique. Arthur sourit, féroce. Il paiera. Littéralement. J'ai vendu des œuvres en sous-main. Assez pour nous deux, pour un an. Et la vidéo? On la garde en otage. S'il bouge, on publie. L'excitation nous porta, un ballon gonflé d'espoir précaire. Nous passâmes les jours suivants à planifier, visa, appartement temporaire dans Brooklyn, contact dans la scène artistique new-yorkaise via Émilie. Mais le conflit familial éclata plus tôt que prévu. Une lettre recommandée arriva chez moi, convocation chez un notaire du 8e arrondissement, signée du père d'Arthur, Henri de Beaumont. Discussion amiable sur l'avenir de mon fils, précisait-elle, avec une courtoisie qui puait le piège. J'y allais seul, refusant qu'Arthur s'expose. L'hôtel particulier était un mausolée de luxe, marbre italien, lustre de cristal, portraits ancestraux toisant les intrus. Henri m'attendait dans un bureau lambrissé, silhouette imposante dans un fauteuil Voltaire, un verre de cognac à la main. 60 ans,
cheveux poivre et sel, yeux verts comme ceux de son fils mais froid, calculateur. Monsieur Lefebvre, commença-t-il, voix suave. Asseyez-vous. Cigarette? Je déclinai, m'installant raide sur le bord du siège. Que voulez-vous? Il rit, un son sec comme un claquement de fouet. Direct. J'aime ça. Mon fils est un désastre, vous savez. Talentueux, mais faible. Vous l'avez vu, l'hôpital, les pilules. Et maintenant, cette folie d'Amérique? Avec vous? Ses yeux me jaugeaient, déshabillant mes faiblesses. Je vous offre un choix simple, partez. Un chèque disons, 100 000 euros. Silence éternel. Ou restez, et je vous écrase. Le musée? Fermé pour vous. Vos références? Noirci. Et Arthur? Interné, si nécessaire, pour l'instabilité. La menace plana, lourde comme du plomb. Je sentis la bile monter, mais tint bon. Vous parlez d'amour comme d'un contrat à résilier. Mais Arthur n'est pas une clause. Il est un homme. Et moi. Je l'aime assez pour le laisser choisir. Henri se pencha, sourire carnassier. Amour? C'est une illusion pour les pauvres. Nous, les Beaumont, nous construisons des empires. Vous n'êtes qu'un garde, Samuel. Un oméga de passage. Le mot me frappa, écho cruel de nos nuits intimes. Alpha contre oméga, la métaphore qui nous liait et nous séparait. Je me levai, tremblant de rage. Gardez votre argent. Et votre fils, si vous pouvez. Mais il viendra à moi. Je sortis, claquant la porte, le cœur tonnant. Dehors, la pluie avait repris, lavant les rues de leurs péchés. J'appelai Arthur immédiatement, il a essayé. Mais je tiens. Viens, on part demain. Sa réponse fut un sanglot de soulagement, je t'aime. Attends-moi à la gare de Lyon. Le départ fut chaotique, valise hâtive, billet de train pour Bruxelles puis vol le Coste vers Juevka. Émilie nous couvrit, détournant l'attention avec une fausse crise chez les Beaumont. À la gare, Arthur apparut, sac à dos sur l'épaule, regard déterminé. Nous nous embrassâmes sur le quai, indifférents au regard, un acte de rébellion minuscule, mais grisant. Le train s'ébranla, emportant nos doutes vers l'inconnu. New York nous accueillit avec son chaos bienveillant, taxi jaune klaxonnant, skyline dentelé sous un ciel d'acier. Nous squattâmes un loft à Williamsburg, prêté par un ami d'Emily, mur nu et vue sur l'East River. Les premières semaines furent un tourbillon, Arthur sculptait frénétiquement, canalisant sa douleur en formes abstraites, torse entrelacé, cœur brisé en bronze. Moi, je cherchais du travail, vigile dans une galerie de Chelsea, puis assistant curator, mes compétences françaises un atout inattendu. La ville nous enveloppa de sa tolérance brute, bar queer du village où nous dansions jusqu'à l'aube, pride flags flottant comme des bannières de victoire. Mais le passé n'est pas un livre qu'on referme, il est une ombre qui s'étire. Un mois après notre arrivée, un mail d'Henri, profite tant que ça dure. Mais sache que je sais où tu es. Et que l'Amérique n'est pas aussi accueillante qu'elle le prétend pour les amours illégitimes. Pièce jointe, une photo de nous, enlacés dans le parc parisien, prise à l'insu. Le détective. La menace se matérialisa, plaintes anonymes auprès de l'immigration, rumeurs dans les cercles artistiques new-yorkais. Arthur perdit une commande, et je fus interrogé par un flic suspicieux pour trouble public, après un baiser trop passionné dans un métro. Le climax survint lors de l'inauguration de son exposition solo à Brooklyn, Ombre libérée, un cri silencieux contre les chaînes familiales. La galerie bondait, critique du New York Times, collectionneur branché, et au milieu, nous, main dans la main. Les sculptures trônaient, puissantes et vulnérables, une en particulier, deux figures fusionnées en une, symbolisant notre union. Arthur prononça un discours émouvant, voix ferme, cet art n'est pas né du vide, mais d'un amour qui a failli me tuer. À ceux qui nous enchaînent, je dis, regardez, et tremblez. La salle applaudit, mais au fond, deux silhouettes, Henri et un avocat, visage de pierre. Ils approchèrent après, sous les flashs. Fils, tonna Henri, ignorant la foule. C'est une folie. Reviens, ou perds tout. Arthur se dressa, alpha pur dans sa fureur contenue. J'ai déjà tout, lui. Puis, à moi, Samuel, la clé USB. Maintenant. Tremblant, je la tendis à un journaliste complice, qui la diffusa en live, les enregistrements,
les chantages, l'âme noire des Beaumont exposée au monde. Le scandale éclata comme une bombe, une dans le Monde, Huffington Post, tweet viraux. Henri s'effondra, empire fissuré par la vérité. Il appela, brisé, tu as gagné. Mais à quel prix? Arthur raccrocha, nous serrant dans ses bras. Le prix de la liberté. Pourtant, la victoire était amère. Émilie accoucha seule à Paris, nous envoyant des photos d'un bébé aux yeux verts, pas de Beaumont, mais libre. New York nous offrit un sursis, contrat pour Arthur, promotion pour moi. Mais les cicatrices persistaient, rappellent que l'amour, romantique et humain, est une bataille sans fin. L'été new-yorkais nous trouva changés, trempés dans le creuset du scandale comme dans un bain de feu purificateur. Arthur s'épanouissait, ses sculptures, autrefois tourmentées, prenaient une lumière nouvelle, des formes fluides, entrelacées, évoquant non plus la douleur mais la résilience. La galerie de Brooklyn devint notre bastion, un espace où les queer artistes se rassemblaient, partageant vin et vulnérabilité sous les néons roses. Moi, Samuel, j'évoluais de l'ombre au centre, assistant devenu curateur adjoint, organisant des expos sur l'identité fluide, inspirés par notre Odyssée. New York, avec son pouls effréné, nous rendait ce que Paris nous avait volé, une normalité audacieuse, où un baiser en public n'était pas un acte de courage, mais de joie. Pourtant, les fissures apparaissaient, subtiles comme des craquelures sur du bronze. Arthur, alpha par nature, luttait avec la vulnérabilité imposée par la thérapie aux sessions hebdomadaires où il disséquait son enfance, ses peurs d'abandon. Je me sens nu, sans l'armure, avouait-il un soir, allongé sur notre lit défait, la sueur perlée sur son torse après l'amour. Ses caresses, autrefois dominantes, se teintaient de tendresse hésitante, comme s'il craignait de me briser. Et moi? La trahison initiale avait semé des graines de doute, chaque retard, chaque appel non pris, ravivait le fantôme d'Émilie, du mensonge. Émilie, justement, devint un pont inattendu. Elle nous visitait, bébé en écharpe, son sourire plus doux, libéré du carcan social. Paris est un purgatoire sans vous, confiait-elle lors de dîners dans notre loft, où les effluves de bagel et de falafel se mêlaient au rire. Son enfant, prénommé Jules, aux boucles châtaines, rampait entre nos jambes, innocent rappel que la vie persistait, têtue et belle. À travers elle, nous apprîmes la chute d'Henri, disgrâce professionnelle, divorce amer, un homme seul face à ses démons. Il écrivit une lettre à Arthur, non pas d'excuses, mais d'aveu, j'ai enterré mon propre amour, un garçon comme toi, dans les années 80. La peur m'a mangé vivant. Ne répète pas mes erreurs. Arthur la lut en silence, larmes coulant, puis la brûla dans l'évier rituel de libération. Mais le vrai conflit ressurgit de l'intérieur, comme une tempête couvant sous un ciel clair. Arthur reçut une offre irrésistible, une résidence d'artiste à Paris, au cœur de Montmartre, financée par une fondation repentante ou opportuniste. C'est notre ville, Samuel, plaida-t-il, yeux brillants. On y retourne en conquérant. Montrer qu'on a gagné. Je résistais, le cœur noué. Et si c'est un piège? Les mêmes rues, les mêmes jugements. New York nous a sauvés. Nos disputes s'envenimèrent, mots aiguisés sur l'exil, la loyauté, la peur masquée en orgueil. Une nuit, après un verre de trop de Bourbon, son vice américain acquis, il cria, tu doutes encore de moi? Après tout? Je suis ton alpha, bon sang. Pas un lâche. Le mot alpha claqua comme une gifle. Dans notre bulle new-yorkaise, nous avions transcendé ces étiquettes amants égaux, humains imparfaits. Mais sous la pression, les vieux schémas ressurgissaient, menaçant d'étouffer notre flamme. Je partis dormir sur le canapé, dos tourné à la chambre, écoutant ses sanglots étouffés. Le lendemain, nous nous réconciliâmes dans un café du Lower East Side, mains enlacées sur la table poisseuse. Pardon, murmura-t-il. C'est la peur qui parle. De te perdre encore. Je hochai la tête, mais le doute s'était insinué, venin lent. L'automne apporta un nouveau tourment, ma santé. Des migraines chroniques, des vertiges lors des rondes de galerie, un épuisement qui n'était pas seulement fatigue. Le diagnostic tomba comme un coup près, dépression chronique, aggravée par le stress post-traumatique de notre fuite. Vous avez porté trop seul, dit le thérapeute, un queer d'une quarantaine d'années aux lunettes rondes. Laissez-le partager. Arthur insista pour les séances conjointes, et là, dans la lumière tamisée du cabinet de Manhattan, nous déballâmes nos valises émotionnelles, mes peurs d'abandon, nées des foyers, ces culpabilités d'alpha, imposées par un père toxique.
ces sessions nous sauvèrent, tissant des fils plus solides. Nous célébrâmes Halloween dans le village, déguisés en fantômes d'amants, lui en alpha victorieux, moi en oméga résili, dansant au milieu de la parade arc-en-ciel. Noël fut doux, un sapin rachitique dans le loft, cadeau modeste, un collier pour moi, gravé au mon regard, et un appel d'Henri, timide, joyeux Noël, fiston. Et a-t-on Samuel? La réconciliation n'était pas totale, mais un pas humain, imparfait. Pourtant, le climax personnel frappa en janvier, sous la neige qui enveloppait Brooklyn d'un manteau virginal. Arthur, acceptant la résidence parisienne seul pour un mois, partit avec une promesse, c'est pour clore le chapitre. Puis on décide ensemble. Les jours sans lui furent un vide hurlant, le loft trop grand, les rues trop bruyantes. Je m'enfonçais dans le travail, organisant une expo sur amours exilés, où nos histoires anonymes se mêlaient à celles d'autres. Mais la nuit, l'angoisse montait, et s'il restait? S'il choisissait la sécurité du sang sur l'inconnu de l'amour? Le coup de fil arriva à minuit, heure de Paris. Samuel. C'est fini. Avec eux. Sa voix tremblait d'émotion. J'ai affronté père. Signé les papiers pour rompre tout lien financier. L'atelier est à moi, mais je rentre. Avec toi. Je pleurais, soulagé, mais une ombre persistait, et Émilie avait écrit, annonçant son déménagement à New York, avec Jules. Pour un nouveau départ, disait-elle. Était-ce une menace, ou une extension de notre famille choisie? Arthur revint, bronzé par un printemps précoce, et nous fîmes l'amour comme pour sceller un serment, lent, profond, explorant chaque cicatrice comme un trésor. Mais le doute culmina lors d'un dîner avec Émilie, dans un bistrot de Soho. Jules gazouillait sur ses genoux, et l'air crépita quand elle posa la question, et si on formait un truc, tous? Pas traditionnel, mais... nous. Arthur hésita, regard fuyant vers moi. La jalousie, cette vieille haridelle, me submergea. On n'est pas un harem, Émilie, lâché jeu, blessant. Elle pâlit, Arthur se raidit. La soirée s'acheva en fiasco, porte claquée, cœur à vif. Cette nuit-là, confrontation explosive dans le loft, tu la regardes encore comme avant, accusé-je. Arthur explosa, et toi, tu doutes comme si j'étais toujours ce menteur. Après tout ce qu'on a traversé? Les mots volèrent, aigre, trahison, peur, identité. Il partit, claquant la porte, errant les rues enneigées. Je m'effondrais, réalisant, notre amour, romantique et dramatique, était humain infaillible, nécessitant non pas perfection, mais pardon quotidien. Il revint à l'aube, gelé, yeux rougis. Je ne peux pas sans toi, Samuel. Pas d'alpha sans son oméga, mais surtout, pas d'Arthur sans son Samuel. Nous nous embrassâmes, celles des larmes se mêlant au goût de la rédemption. Émilie pardonna, clarifiant, amitié, pas plus. Le quatuor devint famille élargie, soutien mutuel dans la grande ville. Mais le destin, cruel scénariste, réservait un dernier acte. En mars, Henri mourut crise cardiaque, seul dans son hôtel particulier vidé de vie. Arthur hérita, non d'argent, mais de lettres, des dizaines, adressées à un amant perdu, révélant un homme brisé par la répression. Au lieu de venger, Arthur organisa une expo commémorative à Paris, héritages oubliés, mêlant nos œuvres à celles de son père, cachées dans des greniers. Nous y allâmes ensemble, main dans la main, face aux fantômes. Le printemps 2026 nous trouva en paix précaire, ancré à New York mais avec des racines tentaculaires vers Paris. L'expo d'Arthur fut un triomphe modeste, critique touchée par sa vulnérabilité, vente discrète finançant notre stabilité. Henri, dans la mort, nous avait légué non pas richesse, mais absolution. Ces lettres, publiées anonymement, devinrent un manifeste queer, touchant des âmes piégées dans des armures familiales. Arthur changea, moins alpha dominateur, plus partenaire égal, cuisinant des crêpes maladroites les dimanches, tenant ma main lors des migraines résiduelles. Moi, je guérissais lentement. La thérapie déterra des couches, l'orphelin en moi, cherchant l'amour pour combler le vide, le gardien, habitué à veiller sans être vu. Avec Arthur, j'appris à demander un câlin après une journée rude, un « je t'aime » non sollicité. Émilie s'installa à Harlem, Jules grandissant bilingue, et nos dîners devinrent rituels, débats sur l'art, rire sur les absurdités parentales, un cocon humain contre le chaos urbain. Pourtant, la trame narrative de nos vies exigeait un climax final, non pas destructeur, mais cathartique. En juin, une invitation arriva, le musée d'Orsay,
réclamant mon retour pour une position senior, en reconnaissance de services rendus. Ironie cruelle, le lieu de nos débuts volés, maintenant pont vers un avenir. Arthur, en pleine préparation d'une biennale à Venise, insista, va. Affronte-le. Nous sommes plus forts, maintenant. Mais la peur renaquit, et si Paris nous reprenait, nous piégeant dans ses pavés nostalgiques? Je partis seul, train nuit vers la capitale, le cœur un poème de Verlaine mélancolique et ardent. À la gare d'Austerlitz, l'air chargé d'odeurs familières, pain frais, Seine humide. Le musée m'accueillit comme un amant prodigue, couloirs inchangés, statues bienveillantes. Mon poste de garde, réaffecté, me parut minuscule, un berceau d'illusions. Le directeur, un homme affable aux lunettes cerclées d'or, m'offrit non pas pitié, mais respect, votre discrétion a sauvé des expositions. Et vos idées? Nous en avons besoin. Les jours suivants furent un tourbillon, briefing, ronde diurne, mais surtout, la nuit, des errances solitaires dans les salles. Près de l'horloge, là où tout avait commencé, je revis Arthur en esprit, son entrée pluvieuse, son regard bouleversant. Pas de regret, mais gratitude pour la douleur qui avait forgé notre force. J'appelai Arthur depuis mon ancien bureau, voix émue, c'est chez nous, ici. Pas une prison, mais un chapitre. Il rit, tendre, alors, on l'écrit ensemble. Il arriva une semaine plus tard, avion cargo pour ses sculptures, et nous revisitâmes nos lieux saints, le poste, où nous nous embrassâmes sans peur, la salle des impressionnistes, où il esquissa notre portrait, très libre et joyeux. Paris, assagi, nous rendit son affection, ami d'enfance d'Arthur, repentant, offrait des dîners, Émilie volait pour des week-ends familiaux. Même le fantôme d'Henri s'apaisa, lors d'une visite à sa tombe au Père-Lachaise, Arthur murmura, repose en paix, père. J'ai trouvé ce que tu as perdu. Le dénouement vint en automne, lors d'une réception au musée pour l'expo Amour interdit et nôtre, fusion de nos mondes. Sous les verrières étoilées, devant une foule cosmopolite, Arthur prit le micro, ce soir, nous célébrons non pas la trahison, mais la rédemption. Samuel, mon amour, mon égal, sans tes certitudes bouleversées, je serais encore enchaîné. Il s'agenouilla, non en alpha conquérant, mais en homme humble, offrant non une bague, mais un anneau de bronze sculpté au notre symbole, entrelacé. Les larmes coulèrent, miennes et siennes, tandis que j'acceptais, l'embrassant sous les applaudissements. Pas de oui et théâtral, mais un nous implicite, ensemble, face aux tempêtes futures. Émilie, Jules sur la hanche, leva son verre à l'humanité de l'amour. La vie post-climax fut prosaïque et profonde, mariage civil discret à Brooklyn, puis Paris, adoption informelle de Jules, exposition croisée, où nos histoires inspiraient d'autres. Les nuits, au poste rénové en maintenant bureau partagé, Arthur venait encore, non plus en ombre, mais en lumière. Son regard, toujours bouleversant, n'était plus menace, mais encre. Dans cette romance dramatique, kitsch et vrai, nous apprîmes, l'amour n'est pas absence de trahison, mais choix quotidien de pardon. Humaniste, il guérit les alphas et les omégas, les gardiens et les rêveurs. Et sous les lumières de Paris ou New York, nous marchions, mains liées, certitude reconstruite non en pierre, mais en chair vivante.